Alors, on est déjà avec Romain, donc je garde le micro et après je la passerai à mes copains. Je ne vais pas monopoliser la parole tout de suite. Et je suis ravie que Romain Nicolo nous présente les ICL chez l'enfant, puisqu'il a une grosse expérience. Bonjour à tous, merci Charles de l'invitation. Ouais, je vais vous parler donc de la pose d'ICL chez l'enfant myope fort. Faut savoir que la myopie, c'est en augmentation forte, ça on est tous au courant, et que 50% de la population mondiale sera myope en 2050 si on ne fait rien, et que l'OMS en a fait sa priorité au niveau de la santé visuelle. Ça a des conséquences graves pour la santé visuelle, décolonnement de rétine, glaucome, cataracte, un impact socio-économique considérable du fait des déficiences visuelles. Voilà, on a un véritable défi, un véritable rôle dans la prévention et dans l'innovation pour combattre ce fléau. Et donc moi, je voulais vous parler de ce cas clinique. Donc c'est une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Kayla, qui est venue me voir en consultation avec sa maman complètement désespérée, qui a dit que malheureusement, on ne pouvait rien faire pour elle. Et malheureusement, elle ne supportait pas les lentilles, elle ne pouvait plus faire de sport. À l'école, c'était compliqué de vivre avec cette réfraction. Donc voilà, elle avait à droite moins 19,75, à gauche moins 16 avec un syllabe de moins 2,75, et une amblyopie au niveau de l'œil droit à 4 dixièmes, et à l'œil gauche, elle remontait à 9. Je lui ai fait un ski à colle, vérifié le fond d'œil. On avait à peu près des chiffres équivalents. J'ai réalisé des examens complémentaires comme un adulte. Quand on a un œil aussi myope que ça, au final, on va retrouver des critères qui vont me permettre de probablement poser l'indication d'ICL. Donc, je lui ai fait une microscopie spéculaire où il y avait plus de 3000 cellules à chaque œil. À la topographie cornéenne et notamment l'ACD, on était à 3 mm au niveau des deux yeux et un blanc à blanc de 12 mm. Donc au final, elle avait tous les critères pour poser une indication de chirurgie ICL. Je lui ai posé un ICL à l'œil gauche et à droite, comme elle était au-dessus de moins 16, moins 18, je lui ai mis un IPCL. Le but, c'est de saturer totalement sa myopie pour qu'elle ait une vue parfaite. Donc, je vous montre les deux vidéos de pose. Il y a eu vraiment, voilà, j'ai fait les deux yeux en même temps, sous anesthésie générale. Voilà. Quel que ce soit l'IPCL ou l'ICL, de toute façon, ça reste la même procédure chirurgicale intraoculaire avec une incision de 3,2 mm. Et ensuite, je suis venu lisser les aptiques sous l'iris sans souci. Voilà, sur la vidéo où j'ai utilisé le Callisto, c'est l'IPCL. Et l'autre, pardon, excusez-moi, c'est l'ICL. Oui, l'ICL avec le Callisto et l'IPCL, c'était son œil droit. Voilà, donc aucune complication opératoire, tout s'est très bien passé. Donc maintenant, je vais vous parler des résultats. Donc cette patiente, je l'ai revue à J1. Donc sa réfraction est tombée plan-plan sur les deux yeux. Donc elle est passée de moins 20 et moins 17,5 à plus ou moins 0,25 sur chaque œil. Et je l'ai revue à J1, M3 et M5. Et vous voyez la phase plateau de son équivalent sphérique. Au niveau de l'acuité visuelle non corrigée, dès le lendemain, elle était montée à 9 et 8 dixièmes. C'est-à-dire que son amblyopie à l'œil droit, en fait, le fait d'avoir mis un implant FAC lui a permis d'augmenter sa correction visuelle non corrigée et ça s'est stabilisé, même amélioré à M3 et à M5. C'est une patiente que j'ai opérée, cette jeune fille, je l'ai opérée au mois d'août. Et l'évolution de la tension oculaire, donc elle restait assez stable. Au contrôle M5, elle avait 18 et 14, rien de particulier. La microscopie spéculaire, au niveau des chiffres, on était à 3000 avant l'opération, 3000 à M3 et 3000 à M5, donc il n'y a pas de perte de cellules endothéliales sur cette période. Le volting à J1, on avait 360 et 555. Et à 5 mois, on avait 479 et 511. Donc les lentilles n'ont pas bougé. Là, c'est une petite vidéo, voilà, j'en ai profité un peu pour l'écouter et un peu recueillir son témoignage. Donc je vous laisse l'écouter. Un très beau témoignage de la patiente chez qui ça a vraiment changé la vie de se faire poser des implants FAC. En discussion, j'ai un peu fait une revue de la littérature. Il y a 19 articles qui ont été publiés entre 1999 et 2022. Je vous en parlais de deux. Une série donc avec 95 enfants qui ont été opérés, soit 168 avec 5 ans de recul. Un équivalent sphérique à moins 11 dans cette série. Les suites opératoires, il y a eu 4% de blocage pupillaire post-opératoire. Une cataracte sur un syndrome de Down, donc un enfant turbulent, et un décollement de rétine chez un patient qui a un autisme sévère. Les enfants qui ont été sélectionnés pour ces interventions, c'est les enfants qui présentaient des troubles psychologiques, mentaux, comportementaux. Ce n'étaient pas des enfants comme Kayla, qui est un enfant normal. Il n'y a pas eu d'évolution de la myopie en 5 ans. En fait, le message, il est là. La question, c'est est-ce que le fait de poser ces lentilles intraoculaires chez des enfants peut stabiliser et arrêter leur myopie ?
C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on creuse. Et pas de perte de cellules endothéliales. Et après, donc, il y a Laurence Le Sueur aussi qui avait publié en 99 au JCRS une étude par rapport à ça. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà. En conclusion, les indications précises des ICL chez l'enfant, c'est une anisométropie importante ou une amblyopie forte. Il faut respecter les critères d'ICL. J'ai des enfants qui n'ont pas de lunettes et de lentilles possibles. Et voilà, ça change la vie. À la fois, les enfants retrouvent une vie sociale normale, il y a un ralentissement de la myopie sûrement, et ils ont une meilleure vision. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Romain. C'est une bonne transition pour la communication du docteur Camille Rimbaud qui va justement nous parler de la perception de la chirurgie par l'implant FAC bilatéral en intense que tu as fait chez cette jeune fille. Voilà, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, je n'ai pas le PowerPoint sur le... Donc, je vais vous parler de chirurgie bilatérale séquentielle immédiate pour les implants FAC. Donc, l'implant FAC, c'est un dispositif qui a fait ses preuves. Il y a plus de 3 millions d'implants qui ont été distribués dans le monde. On a plus de 30 ans de recul et c'est une solution dont on sait qu'elle est sûre et efficace. La pose bilatérale en intense, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue avec des études qui se multiplient sur la sécurité et les bons résultats de cette approche. Donc le contexte de ma présentation, c'est que nous sommes en train de réaliser une étude rétrospective multicentrique sur 3 sites, 2 à Paris et 1 à Montpellier, avec 300 patients inclus, donc 600 yeux, sur la pose bilatérale en un temps. Et donc dans le contexte de cette étude, on a réalisé un questionnaire, un sondage en ligne qu'on a distribué à travers les mailings des 2 sociétés distributrices, donc Ofta France et Métrop, et également avec des posts sur les réseaux sociaux. Donc on a 102 chirurgiens répondants, donc la moitié des chirurgiens actifs en ICL en France. L'âge médian est de 45 ans et on voit une bonne répartition sur l'ensemble de la France. Et donc les profils des répondants, on voit qu'on a une surreprésentation des gros poseurs avec environ 47% de chirurgiens qui posent plus de 20 implants alors qu'ils ne représentent en réalité que 14% des poseurs d'implants FAC en France. Pardon. Donc 67 chirurgiens sur 102, un peu plus de la moitié, pratiquent au moins occasionnellement la chirurgie bilatérale immédiate. Et en réalité, on voit que plus on pose d'implants FAC, plus on a tendance à faire cette chirurgie bilatérale immédiate. Donc en haut à gauche, vous voyez ceux qui posent plus de 40 implants par an sont 72% à le faire en bilatéral immédiat. Et ceux qui en haut à droite n'en posent que moins de 5 par an ne sont que 30% à le faire en bilatéral. Donc les motivations de ceux qui le pratiquent, c'est principalement le meilleur confort patient, également la récupération diminuée et un peu moins l'économie de temps et de moyens. Les freins de ceux qui ne la pratiquent pas et qui ne veulent pas la pratiquer, c'est principalement le risque de complications croisées et un peu moins l'erreur de sizing, le manque de procédures validées et encore moins le positionnement éthique. Donc ce n'est pas le seul questionnaire qui a été réalisé. Il y a 3 questionnaires, un en Chine, un aux Pays-Bas et un autre en Europe. Et en fait, les freins, c'est également les risques d'endophtalmie, problèmes médico-légaux et de sizing. Mais plus de 50% des chirurgiens interrogés dans ces 3 questionnaires envisagent de le faire à court terme. Donc j'ai repris les risques principaux, ceux qu'on redoute le plus, l'endophtalmie. Donc il y a cette méta-analyse qu'on connaît un peu tous qui avait repris sur la chirurgie de cataracte, la chirurgie bilatérale et unilatérale et qui ne retrouvait pas sur 7 millions de patients, qui ne retrouvait pas de différence de risque infectieux. Donc, et puis il y a aussi le problème de sizing, donc, cette étude qui a été publiée en 2024, 700 yeux et qui ne retrouvait pas de différence d'erreur de sizing entre la chirurgie unilatérale, 2 chirurgies distinctes à 2 jours différents, et la chirurgie bilatérale séquentielle immédiate. Donc en conclusion, le taux d'acceptation de la chirurgie bilatérale séquentielle immédiate est déjà très élevé. C'est une sécurité qui est dépendante des bonnes pratiques, donc le sizing doit être fait en calcul multiformule, en préopératoire, et le bilan préopératoire doit être complet et exhaustif. Et pour la procédure chirurgicale, c'est une chirurgie, mais c'est une session chirurgicale, mais c'est 2 chirurgies distinctes, donc avec un bio-nettoyage, avec un changement de table et de casaque et d'instruments. Et donc, on peut conclure sur la nécessité d'un encadrement par les sociétés savantes avec des recommandations officielles et des protocoles normalisés. Je vous remercie de votre attention. Merci Camille. On peut
faire peut-être la discussion. Tu as une seconde, toi, ou tu dois partir? Tu peux, Ouais, parce qu'on aurait peut-être pu faire la communication 3 et faire une petite discussion après. D'accord. Puisque, si vous êtes d'accord. Donc, professeur Vakali qui va nous présenter Tips and Tricks dans les pseudophakiques Cataract Eyes. Merci Alain. Donc, j'ai la main ou on va me donner le... Donc, gérer la cataracte sur des implants fac, c'est un véritable challenge dans la mesure où il faut gérer la morbidité de la métropie, c'est des formes myopes. Il faut gérer les dégâts entraînés par l'implant. Il faut gérer la cataracte dans un contexte où c'est des patients qui ont toujours eu un souci de voir bien et sans lunettes. Donc, grosso modo, il y a 3 scénarios quand on a une cataracte sur un implant fac. Soit on va commencer la chirurgie par l'extraction de l'implant, ensuite la cataracte, ou c'est l'originalité du deuxième cas que je vais présenter, de faire la cataracte derrière l'implant fac. Alors, quand il s'agit d'un implant ICL, la chirurgie, je pense qu'il est assez simple. Il faut respecter donc les règles de bilan d'un patient qui a une maladie oculaire avec une cataracte. Je pense que se protéger du visqueux avec un bon bilan, et l'astuce, c'est que toujours cet implant, il est souple, même si on l'extrait 15-20 ans après, il suffit de le prendre par l'optique et pas par la psyche. Et ensuite, c'est des cataractes qui ne posent strictement aucun problème, juste la façon de tenir l'implant qui est très intéressante. L'autre cas de figure est quand il y a donc une cataracte sur un implant que je n'ai jamais posé. Moi, je pose des implants ICL depuis plus de 15 ans. L'implant artisan fac, je ne l'ai jamais posé, mais je reçois des patients qui ont été opérés il y a 15-20 ans, même en dehors du Maroc. Alors, le problème, il est plus délicat, dans la mesure où on a donc une déperdition endothéliale, une cataracte. C'est un cas, l'implant était placé 21 ans auparavant. Et donc là, le challenge commençait par quoi? Par l'implant ou par la cataracte? Moi, je me suis dit, premièrement, mettre beaucoup de visqueux devant et derrière l'implant, faire sa cataracte qui ne pose aucun problème, de la pratiquer derrière l'implant artisan, et terminer cette phaco de la manière la plus simple possible. Donc l'implant là, il est bien inséré à l'iris, donc peut-être qu'il aide un petit peu à la dilatation. Mon implant préféré chez des patients comme ça, c'est un implant 3 pièces, donc le MA60. Je cible toujours une petite myopie post-opératoire. Là, c'est un implant monofocal, bien sûr. C'est un fort myope. Ensuite, on passe au l'autre temps, c'est décliper l'iris. Là, le petit risque de célium, s'il existe, ça ne pose pas de problème. Nous allons terminer l'intervention. Faire tourner l'implant pour faire sortir l'implant artisan par la plus petite incision qui soit. Si vous vous rappelez, sur la topographie, il y avait un astigmatisme qui était à axe combré. Donc, j'ai incisé dans l'axe le plus combré, dans le steepest axis, et volontiers à la fin de l'intervention, mes 2 ou mes 3 points de suture, 2 points de suture, c'était un peu lâche. Donc, ça m'a permis de faire la cataracte dans un premier temps, de clipper ensuite l'implant en deuxième temps, de travailler avec une petite incision, de ne pas provoquer d'astigmatisme avant de commencer, et de travailler sur un globe qui est étanche. Alors, voilà le post-opératoire. Donc, vous avez vu qu'on a bien gagné, même sur l'astigmatisme, en incisant sur l'axe combré et en faisant généreusement des points un petit peu trop serrés. Je voudrais partager mon dernier cas, arrêt sur image. Quand on se lance dans les implants fac, c'est un cas qui m'a été présenté par une amie qui m'a appelé en plein salle bloc opératoire. Il aidait un jeune qui a touché la capsule antérieure au moment de l'incision. Donc le couteau est entré de manière un peu généreuse jusqu'à la capsule antérieure. Donc il y a la petite lésion de la capsule antérieure. Le chirurgien, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Il a mis un implant fac. Moi, j'ai donné mon avis après, pas avant. Je vous donnerai mon avis. Quand on touche la capsule, je vous donne mon avis. Je vais vous donner quelques astuces. Quelqu'un qui en pose depuis 15 ans. Jamais n'entrer au bloc opératoire si vous n'avez pas de biométrie chez ce malade. Ce n'est pas quelque chose de fataliste, mais il faut l'avoir. Moi, toujours la biométrie. 2, avoir l'implant adéquat. Et quand on débute, moi, je demande aux jeunes de faire une petite incision de porte-service et de remplir le globe, et que l'incision principale doit être un globe qui est bien rempli. Ça, ce n'est pas une cataracte, c'est un implant fac. Et le dernier astuce, quand on introduit l'implant ICL, le bout proximal qui est devant vous, vous l'introduisez avec un micromanipulateur. J'ai vu des chirurgiens assez anciens de cataracte se tromper et se mettre au-dessous de l'implant, pas au-dessus, parce qu'il est transparent. Vérifiez que vous êtes au-dessus de l'implant avant de l'introduire.
Donc ce cas clinique, ce n'est pas le mien, mais je vous donne mon avis. Moi, si c'était moi, j'aurais terminé le Rexis, j'aurais fait la phaco et j'aurais mis l'implant que j'avais déjà calculé et j'aurais tenu un langage franc avec le malade, ce qu'il y avait un incident péropératoire. C'est comme rompre une capsule postérieure cataracte et le chirurgien il a décidé de mettre l'implant sur une lésion du capsule antérieure. D'après le chirurgien, le malade il est stable, ça fait 6 mois et une fraction stable. Donc je voudrais terminer avec vous sur ce cas clinique pour le débat. Et surtout, les gens qui se lancent dans la chirurgie réfractive, qui peuvent vidéo. L'incision principale, moi, je me mets en supérieur. Je ne me mets jamais jusqu'à la chambre antérieure. Je suis dans les berges. Et je vous montre à la fin le petit astuce. Quand je veux introduire l'implant en bout proximal, je m'assure que je suis au-dessus, pas au-dessous. Merci. Une question, qu'est-ce que tu mets comme tu aurais fait la cataracte, donc toi, après la capsule postérieure, la capsule antérieure touchée, tu aurais mis quoi comme implant, un mono ou un multifocal? Non, un mono. Mono? Un mono ciblant une petite myopie de moins 0,75. Mono avec calcul de myopie moins 0,75. Ouais. C'est intéressant. Qui a déjà eu ce problème de toucher la cristalloïde antérieure lors de l'incision? Bon. Il faut éviter. Je voulais juste poser une question, excusez-moi, pardon. J'ai juste une question très rapide. Je voulais savoir comment vous faites le calcul d'implant pour une cataracte quand vous avez un implant EICL devant, ça change quelque chose? Excellente question. Il y a ce qu'on appelle l'effective lens position. Il faut multiplier les biomètres. Beaucoup de biomètres se trompent, ils prennent l'implant pour la capsule antérieure. Moi, j'ai la chance d'avoir 2-3 biomètres, donc je croise les mesures. Et l'élément principal, c'est ce qu'on appelle la position de l'implant, ne pas prendre l'implant pour capsule antérieure. Et voilà, il faut sauter de l'OCT et tout ça. Je cible toujours une myopie. J'ai des patients fort myopes, je ne cible jamais les métropies. Avec les systèmes ZEISS, il y a eu un cas qui a été présenté à la Saphir, et donc c'est une question très intéressante. Il y a juste sur la Master à cocher un plan FAC, et ça donne le calcul exact. Et pour revenir sur la présentation du docteur Lebrun tout à l'heure sur la suite ZEISS, Forum est vraiment un outil formidable pour gagner du temps et calculer les implants toriques et choisir puisqu'on y vient, le bon implant torique de façon très rapide. Donc on va parler... Gilles, on va juste poser pour libérer Camille. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur la chirurgie bilatérale des implants FAC? Qui l'a fait dans la salle, la chirurgie, dans le même temps? Oui, je pense effectivement que c'est la tendance, hein, Camille, des chirurgiens poseurs. Alain, je pense que tu fais du bilatéral d'emblée. Pas encore? Pas encore, mais je suis déplacé à la clinique pour voir le docteur. Donc c'est assez intéressant. En plus, tu m'as parlé du coût, l'avantage financier. Pour le patient, il n'y a qu'un seul frais clinique. Après, voilà. C'est des négociations avec la clinique, mais... Voilà. Ce qui est drôle, c'est que c'est toi qui m'as convaincu de commencer la chirurgie bilatérale en un temps. Et tu l'as déjà, t'as pas fait encore. Ce qui m'a dit, c'est très intéressant, vas-y, tu peux y aller. Ce que j'ai fait. Et donc, tu fais pas encore. Mais je pense qu'effectivement, et pour le patient, qui sont anisométropes parfois, ouais, qui supportent pas leurs lentilles de l'autre côté, ils vivaient un enfer quand on était obligé d'attendre 8 jours pour implanter de l'autre côté. Et je pense qu'effectivement, c'est comme en chirurgie réfractive LASIK, hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de risque de les faire en même temps, surtout qu'on utilise rarement le sizing définitif pour changer de l'autre côté, bien que Pierre Lévy ait décrit quand même des changements de taille d'implant après la chirurgie du premier œil. Mais je pense qu'effectivement, ça va être la tendance. Hein. Il va falloir que tu t'y mettes. Est-ce que tu as un choix entre l'IPCL et l'ICL? Moi, j'ai plus tendance à mettre l'IPCL, mais quel est ton choix et comment tu choisis en gros? Moi, j'ai toujours posé des ICL. J'ai commencé avant la sortie de l'IPCL et je suis très habitué à cet implant qui se déploie quand même beaucoup mieux quand en chambre antérieure, il se déploie en plongeur, alors que l'IPCL peut tourner un petit peu. Donc, je garde l'IPCL vraiment au-delà de -16 et quand l'indication de l'ICL n'est pas possible. Et en fait, c'est assez marginal. On a rarement des myopies fortes au-dessus de -16. Donc, moi, j'ai personnellement jamais posé d'IPCL. Le chargement est plus facile. I think you're onto something, but I will talk about it tomorrow, but I give you a hint. I think to start, you can start much earlier, at an earlier age.
And I will give you the solution tomorrow, how you do it. Le suspense est total. Alors, je crois que j'ai lu dans ton article dans le CLV à propos de la microspé post-op. Tu Ouais. peux nous redire? En fait, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il n'y avait pas de... Il y a un décroché du comptage cellulaire sur la chirurgie, donc pour l'acte chirurgical, puisque tu fais tes incisions, tu manipules un peu en chemin antérieur. Donc tu as une petite perte cellulaire, mais après, il y a une perte cellulaire qui reste physiologique. Donc il n'y a pas de modification par rapport à un patient non opéré. Donc en fait, il n'y a pas de recommandation officielle sur le suivi post-opératoire, mais personnellement, je ne fais pas de comptage cellulaire dans le suivi des patients ICL. Tu fais pas du tout de comptage cellulaire? En post-opératoire, non, je le fais un mois, mais après, je ne fais plus de suivi par la suite. Plus jamais. Non, parce qu'en fait, c'est le professeur Kochner qui avait notamment... Je sais, mais sur le plan médico-légal, je pensais qu'on était obligé. Eh ben- Alors, moi, je m'obstine à les faire, mais... Il n'y a pas de recommandation officielle, j'avais vu ça justement D'accord. avec le laboratoire. Ah bon, bah là, ok. Eh ben, c'est très Ouais, bien, ouais. ça va me faire un truc de Ouais. moins. Tu les revois plus. Je les revois, Tu en fait, les je vois les moins, revois en pour fait. le suivi de la myopie forte. Donc je leur Oui, dis, c'est voilà, ça. je fais un suivi pour le fond d'œil régulier, mais si l'angle est bon, que le comptage est bon, que l'implant est bien positionné, que la réfraction est bonne, je fais vraiment juste le suivi de la myopie forte. Ouais. Et pour une petite myopie qui revient, tu fais quoi? Trans-PKR, LASIK? LASIK plutôt. Ouais, LASIK? si c'est possible, ouais, LASIK plutôt. D'accord. Moi, je donne. Non, pas de remarque particulière. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Tu remercieras également Nicolas. Oui. Plus il y a de précautions, mieux c'est. C'est vrai qu'en dessous de 2000, il faut se demander aussi pourquoi. Ouais. Il faut mieux être prudent. Donc, effectivement, il faut voir aussi pourquoi il y a une petite perte cellulaire. Hein, si t'es... Voilà, mais c'est les recommandations. Ça, pour le coup, je pense que dans le bilan préopératoire, je m'en tiens à ça en tout cas. Alors Romain, il a une expérience de 2 yeux du même enfant. Donc pour les enfants, ça reste des indications extrêmement marginales. Hein. Ce n'est pas une indication qu'on peut recommander. Effectivement, la communication est superbe. Après, même pour l'effet freinateur, on parle d'effet freinateur, il y a un problème de défocalisation qui est nécessaire pour la freination myopique. Hein. Il faut avoir un défocus myopique, ce qui n'est pas le cas avec les ICL a priori. Donc l'effet freinateur, il reste, sur 2 yeux avec un suivi de 5 mois, il y a quand même beaucoup plus à voir. Après, c'est sûr que c'est un cas très intéressant, mais voilà, faut rester très prudent sur la freination myopique par ICL. Merci beaucoup. Maintenant, on va franchir la capsule et s'intéresser au cristallin et à une problématique qu'on peut tous rencontrer en post-opératoire, la rotation des implants toriques. Donc, je laisse la parole au docteur Gilles Lussieur qui va nous parler de son expérience. Et on n'en parle pas assez souvent donc, de la rotation des implants toriques, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'implants toriques posés, puisque on n'en pose certainement pas assez en France, où on devrait en poser au minimum dans les 50%. Donc comprendre et prévenir la rotation des implants toriques, de la planification préopératoire au suivi post-opératoire, que sait-on et que peut-on faire? Alors ce que nous savons, le moment critique, c'est la plupart des rotations surviennent dans la première heure après la chirurgie. Donc pour prévenir ceci, on peut éviter déjà les mouvements brusques en post-opératoire immédiat. On a un contrôle de l'axe péropératoire avec les systèmes d'image guidée et l'axe post-opératoire avec la rétroillumination et les systèmes de rapporteurs. Donc le rexis doit être circulaire, couvrant l'optique à 360 degrés, aspiration complète du viscoélastique, y compris derrière l'implant, c'est là le plus important. L'anneau de tension capsulaire, si besoin en cas de zonule fragile ou de capsule instable. Pour moi, ça n'a jamais créé une non-rotation de mettre un anneau capsulaire, surtout quand j'avais déjà un implant qui tournait. Le problème est bien souvent ailleurs. Le système de guidage d'image pour l'alignement est important, c'est une précision accrue, mais on l'a montré, et puis des articles l'ont montré récemment, que le marquage manuel est aussi efficace et aussi précis, donc on n'a pas besoin d'investir si on n'a pas accès à ces systèmes. Donc l'hypothèse, de nombreux articles ont étudié l'impact des paramètres biométriques entre la longueur axiale, l'épaisseur du cristallin, le white-to-white, et amétropique sur la rotation post-opératoire. Les résultats sont mitigés et peu concluants sur le plan statistique. Les conclusions dépendent souvent de la population étudiée, souvent asiatique, les yeux myopes, et du modèle d'implant utilisé.
Et nous avons essayé d'analyser nos données, donc étude menée depuis plus de 10 ans sur plusieurs modèles d'implants, la T-Torbi, l'Ancoris, le Fanvision torique, le Lucidis 124 MT, le Synthesis torique, etc. Et nous n'avons trouvé aucune corrélation significative entre les paramètres biométriques AL, LT, white to white, ou le volume capsulaire mesuré au CASIA 2 que nous avons acquis récemment. Même constat pour les longueurs axiales extrêmes, il y a de très faibles corrélations. Alors, l'hypothèse de l'influence mécanique, certains implants tournent plus que d'autres, indépendamment des paramètres oculaires. Un facteur clé est pour nous la rugosité des haptiques. Les implants non polis semblent plus stables. Des industriels, d'ailleurs, qui, au moment où on a commencé à communiquer là-dessus, ont sorti des nouveaux implants comme GNG, qui étaient challengés par l'implant Alcon qui tournait beaucoup moins. Et donc, ils ont développé le Technis Science Toric 2, qui a des haptiques qui sont dépolies, ou vous avez l'implant Saviol que vous voyez sur la diapo, qui ont une rigorosité sur le bord des haptiques, puisque c'est un implant EDOF qui est non poli et qui a des haptiques un peu en pièces de monnaie. Alors, on a réalisé une étude, tous les patients implantés depuis 2018 avec une lentille torique, monofocale poly, l'Ancoris BVI Belgique, ou multifocale non poly, Fanvision torique BVI. Même plateforme, mais le traitement de surface est différent. En effet, vous avez une lentille monofocale torique qui est polie et une lentille multifocale qui est non polie, parce que vous ne pouvez pas polir le réseau diffractif, ce qui serait sinon un peu émoussé. Donc, sur une petite série de 575 yeux inclus, nous avons une rotation pour l'Ancoris de 5,81 et le Fanvision torique de 2,25, donc c'est statistiquement significatif. Et surtout, ce qui est très important, parce que quand vous avez des moyennes, bon, ça noie un peu le poisson, mais ce qu'il faut voir, c'est un peu l'importance des rotations. Parce que si vous avez une rotation de 10-20 degrés sur un astigmatisme d'une dioptrie, bah, ça impacte très peu le patient. Mais si vous avez des rotations de 50 degrés, là, c'est autre chose. Et vous allez devoir les retoucher. Et c'est là le problème. Donc les statistiques et les données, c'est une chose, mais la réalité clinique est bien plus importante. L'astigmatisme post-opératoire résiduel était inférieur pour le groupe multifocal, puisqu'on avait une moyenne de moins 0,16 avec l'Ancoris et moins 0,08 avec le Fanvision torique. Donc là aussi, c'est statistiquement significatif, de très bons résultats, très certainement dû au traitement préopératoire de la surface et puis des calculateurs, comme je vous disais, Forum de Carl Zeiss, qui est vraiment un système qui est fantastique, avec les formules de Barrett. Donc, en conclusion, stabilité rotationnelle des pattes, davantage du design de l'implant qui doit être de volume suffisant, puisque si vous avez aussi un petit implant, bah, ça va tourner, que des paramètres biométriques. Le facteur clé, donc, c'est diamètre total, dimension des optiques, force de compression, haptique dépolie ou texturée, qui va donner une meilleure adhérence capsulaire, et ne pas négliger les gestes péropératoires pour limiter le risque de rotation. Et j'espère que j'aurai été dans les temps. Merci Gilles. Je n'ai qu'à admirer là, parce que voilà, c'est bien, c'est précis, c'est efficace et tu nous donnes des tips. Donc je crois que c'est ce qu'on demande. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le porte-parole de Chassin hier qui disait qu'il fallait faire des rexis à 5 pratiquement de telle manière à pouvoir avoir des implants qui se collaient à la capsule. Tu fais des rexis à combien justement? À 5,2 pour les implants hydrophobes actuellement. Pour des implants comme le Lucidis qui a une tendance qui fait 12,4 mm, je fais du 5,5 parce que sinon tu peux avoir des phimosis, parce que tu as aussi une autre théorie qui est là, dès que tu mets des implants qui sont trop rigides, vont t'entraîner une réaction inflammatoire dans l'autre sens. Donc il y a une action-contraction, un peu comme au judo. Et donc, tu vas avoir une inflammation qui va se faire et un phimosis. On le retrouve avec la T-Torbi, qui est dans les navettes qui sont très rigides. Donc, il faut faire des larges rexis. Et le Lucidis aussi, qui est un implant assez volumineux, il faut faire des larges rexis. À mon avis, je reviens un peu là-dessus, parce qu'on a travaillé beaucoup sur la bimanuelle, et on disait il faut passer par des petites incisions, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'au final, le meilleur design d'implant, c'est peut-être tout simplement l'encensé actuellement, qui va permettre de comprimer sans avoir de réaction. Et
lorsque les aptiques sont dépolies, tournent le moins. Voilà. Et Tu donc, mets plus d'anneaux les anneaux, non. Les anneaux, j'en ai toujours mis juste quand il y avait des problèmes de distension du sac. Donc j'en mets assez souvent. Mais quand il y a des chirurgies un peu compliquées. Mais sinon, j'en mets pas systématiquement. Ouais. J'en mets pas. Non, j'en mets pas. Non, je crois qu'il faut avoir des implants qui tiennent bien et puis demander aux compagnies de faire des implants qui vont bien. C'est pas logique d'avoir un implant qui tourne. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas logique. La bulle d'air, elle peut être pratique quand tu as un patient qui pousse un peu et qui, donc ça te remet, qu'il est très dilaté, et à ce moment-là, ça te maintient l'implant surtout en position capsulaire. La rotation, je ne sais pas si ça joue vraiment sur la rotation de la bulle d'air. Il n'y a pas de risque à le mettre. Je sais que Florent Constantini il le met systématiquement. Moi, je le mets vraiment quand ça pousse un peu et que... Il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème. Non. C'est juste prévenir le patient, parce que combien j'en ai eu qui m'ont dit l'implant est ressorti. Voilà. Moi, je mets du myostat systématique pour fermer la pupille, parce qu'on a remarqué quand on fait le lavage que l'implant bouge un peu quand la pupille est dilatée. Je pense qu'il vaut mieux la fermer. Oui, mais là aussi, ça dépend de l'implant que tu utilises. Si tu utilises des implants qui sont un peu nouilles dans l'œil, la stabilité, tu te dis ça va bouger. Moi, les implants que j'utilise, ils sont assez stables et j'hydrate bien. J'attends un certain temps pour que tout soit bien stabilisé. Surtout, dire aux patients de rester tranquille la première semaine. Il y a certains chirurgiens qui disent il faut rester tranquille 1 mois, il faut rester tranquille 3 semaines, 2 mois. Moi, je pense que le plus important, c'est la première journée et les 15 autres premiers jours, on va dire. Et puis après, on va laisser tranquille le patient. Mais tu penses que s'ils bougent, parce que moi, c'est vrai que je leur demande de rester tranquille 3-4 jours. Tu penses que s'ils bougent, ils peuvent faire tourner leur implant ? Oui, j'en suis persuadé, oui. Par les sauts, simplement. D'accord. Tu imagines que les axes qui bougent le plus, c'est les axes obliques. Donc quelqu'un qui fait du jogging ou autre, avec les secousses, il peut faire tourner son implant. Ah ouais. Je vais demander une semaine de... Ouais. Ouais. Ben, je vais ajouter ça, c'est vrai, la lecture. Ouais. Moi, j'ai une dernière petite question avant de laisser la parole au prochain orateur. Comment est-ce que tu passes en revue le dossier de ces patients en post-opératoire quand tu vois un astigmatisme? Est-ce que tu as un outil objectif comme la baromètre iTrace qui peut nous dire si l'implant tourne, ou est-ce que tu revois de façon rigoureuse la biométrie, la réfraction pour être sûr, je suis sûr de mon calcul, c'est l'implant qui a bougé? Nous, on a besoin, donc j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir de correspondant. Donc tous les patients, je les vois et je les revois. Ce qui fait que systématiquement, on revoit les patients 1 mois et demi et on refait tout. On refait un IL Master, on refait un CASIA, on fait une dilatation, on vérifie la rotation avec le Stasi et comme ça, on voit si l'implant a tourné. Ce qui permet de récupérer des datas, d'analyser les choses, parce que c'est dans l'analyse des datas qu'on permet d'avoir des idées et de se dire, tiens, là, il y a un truc qui se passe. Moi, actuellement, ça, c'est terminé. Ça a été 10 ans de cauchemar, donc c'est fini, les toriques. Je vais passer à autre chose. La problématique actuelle, et on en parlera peut-être, parce que c'est très intéressant, c'est le LMP. C'est-à-dire, tu opères des patients d'un œil, tu as une réfraction qui est parfaite, puisque maintenant, on a des formules qui sont parfaites avec la dernière génération. Tu fais la Kane ou tu fais la barrette Trouca dans les chirurgies réfractives post-myopie, et l'implant est parfait. Mais tu fais le deuxième œil, et là, tu vas avoir une hypermétropie, parce que tu t'aperçois que l'implant n'est plus sur le même plan. Donc, il y a une distension zonulaire, peut-être. C'est peut-être la cause, ou il y a peut-être une autre cause. Donc, c'est ce qu'on recherche actuellement avec le CASIA. C'est actuellement la problématique du fait de ne pas avoir la bonne réfraction
c'est-à-dire à plus ou moins 0,50 on va dire, ou plus ou moins 0,25. Merci beaucoup pour ton expérience et cette discussion qui était très enrichissante. On va laisser la parole au prochain orateur, le docteur Mourad Khalel, qui nous vient d'Allemagne. Alors je vous rassure, le docteur Khalel est francophone et le topo sera en français. Bonjour à tous, merci Charles pour l'invitation. C'est ma deuxième fois en France et je suis très honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour partager un retour d'expérience sur une technique que j'estime à la fois très élégante, rapide et redoutablement efficace, l'implantation VeriSize par fixation à l'iris. Donc la phaky sans support capsulaire reste un vrai défi et devant la multiplicité des options, il y a Manet, Carlet-Valet, fixation sclérale, j'ai choisi de vous parler de la fixation aérienne parce que bien que souvent considérée comme une solution de repli, elle est en réalité une vraie réponse chirurgicale à part entière, fiable et codifiée à condition que l'iris soit sain et bien exposé. Donc je vais vous décrire cette séquence opératoire étape par étape en partageant avec vous quelques astuces de terrain, les bons gestes et surtout les pièges à éviter. Donc je commence toujours par une péritomie supérieure localisée. Pour les chirurgiens en début de courbe d'apprentissage, je recommande vivement de poser un fil de traction inférieur. Ce geste va stabiliser efficacement le globe et vous permet de garder un champ opératoire bien exposé tout au long de l'intervention. Il faut bien dessicquer la capsule de ténone pour exposer une sclère propre. Et je poursuis par une cautérisation douce des faisceaux épiscléraux. Ce geste simple mais crucial permet de limiter les saignements et d'améliorer nettement la visibilité péropératoire. Ensuite, je marque l'incision principale à 5,5 mm, bien entendu après avoir réalisé 2 parasynthèses. Et vous voyez ici 2 options, une incision Frown et une incision droite, sans ouvrir la chambre à ce stade. Mais rappelez-vous qu'un tunnel cornéoscléral bien construit vous garantit une excellente étanchéité tout au long de l'intervention. Personnellement, je privilégie l'incision Frown qui est moins astigmatogène que la droite, comme le confirme une étude comparative indienne. La forme chevron est la moins astigmatogène sur le papier, mais reste délicate à reproduire techniquement. Là, vous voyez là, l'incision Frown et l'incision droite. Et je réalise ensuite une vitrectomie antérieure soigneuse. Dans le cas présent, il s'agit d'un implant luxé. Donc avant toute extraction, je m'assure toujours qu'il n'existe aucune traction postérieure pour minimiser les risques de complications rétiniennes. Et puis j'ouvre la chambre antérieure en injectant un viscoélastique. J'utilise du Hilon JV ou du Hilon Pro, mais je préfère plutôt le JV en quantité généreuse. Petite astuce, remplissez l'incision de visqueux avant d'entrer avec le couteau, va vous permettre une ouverture atraumatique bien contrôlée tout en maintenant une chambre stable. L'implant est ensuite extrait, toujours sous visqueux. Vous pouvez voir ici comment je surcharge la chambre. Et ici, accompagné aussi du retrait d'un anneau de tension capsulaire. Et je poursuis par une vitrectomie postérieure. Personnellement, je la réalise de façon quasi systématique dans toutes les poses de VeriSize. Elle réduit le risque de traction vitromaculaire, d'œdème post-opératoire, notamment chez les patients à risque. Et puis j'injecte un agent myotique, ici 20 mg d'acétylcholine, afin d'obtenir un myosis uniforme qui facilitera un enclavement bien périphérique, homogène et sécurisé. Vient ensuite l'insertion de l'implant. Je vous rappelle un point essentiel ici, l'implant doit être introduit avec sa convexité tournée vers l'iris, c'est-à-dire le ventre vers le bas. Et tout le geste est effectué sous visqueux, en surchargeant la chambre antérieure, bien sûr pour préserver l'endothélium et les autres structures oculaires. Là, je surcharge encore de visqueux. Je positionne ensuite mes crochets au niveau des parasynthèses, ici à 3 et 9 heures, et saisis l'implant avec la pince dédiée VeriSize. Ici aussi une petite astuce, vous pouvez orienter les bras de la pince parallèlement au crochet. Vous allez luxer légèrement l'implant vers la chambre postérieure, puis aller chercher la périphérie aérienne avant d'enclaver. Veillez à enclaver aussi à 1,5 à 1 mm de la racine de l'iris. Cela va vous permettre d'éviter les pupilles en cat eye ou en œil de chat. Enfin, je vérifie l'étanchéité de l'œil. Vous pouvez, selon le cas, poser une suture au niveau de l'incision principale. Ici, je réalise uniquement une suture conjonctivale simple, mais j'ai des collègues qui ont eu un astigmatisme irrégulier important 5 ans après la réalisation du tunnel cornéoscléral. Et bien sûr, ne quittez jamais une implantation VeriSize sans avoir vérifié la rétine. La rétine doit être à plat avant que vous quittez ce cas. Donc les 3 règles d'or. Il faut toujours surcharger en viscoélastique. Pour la protection cornéenne et un geste en confort, ne jamais précipiter l'enclavement. Ça doit être lent, symétrique, bien réfléchi. Et il faut bien s'assurer que la rétine est à plat en fin d'opération. Et là, ce tableau récapitule les options en cas d'aphakie sans support capsulaire. Vous voyez que la VeriSize reste une option centrale, notamment quand l'iris est préservé, quand on souhaite limiter ou éviter des manipulations sclérales lourdes,
et surtout quand le temps opératoire est limité. C'est-à-dire que c'est une opération que vous pouvez réaliser en 25 minutes, 30 minutes maximum. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, la fixation à l'iris n'est pas une solution de secours, c'est une réponse chirurgicale maîtrisable et élégante, et je pense que dans beaucoup de cas, c'est elle qu'il faut savoir dégainer rapidement et proprement. Je vous remercie pour votre attention. On va faire la discussion sur deux communications. Pour les implants FAC, c'est vrai que c'est une solution très élégante. Et j'avais aussi beaucoup aimé ta communication sur l'ablation du cristallin derrière, en gardant l'implant FAC. Je trouve que c'est très, très, très joli et très astucieux. Et parce que ça te permet de faire ta phaco avec une petite incision et d'ouvrir ensuite, surtout quand on met des implants artisans qui sont quand même très larges. Alors, j'ai vu juste que pour déclipper, tu l'as fait tellement vite que j'ai pas vu comment tu faisais. Et donc, je voudrais que tu juste nous donnes le truc. Mais tu n'avais pas l'outil qui... Ah d'accord, donc d'accord. C'est la même pince et tenir l'implant FAC au milieu et déclipper dans ce sens-là. Ah d'accord, parce que j'ai pas vu l'outil, d'accord. C'était rapide. Parce que c'était tellement rapide que j'avais pas vu. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces deux communications? Oui. Qui est très efficace et qui marche très bien. Enfin, moi, je ne la fais pas, mais je les envoie au rétinologue. Et effectivement, il y a eu un engouement vers le Carleval, mais j'ai l'impression qu'on revient à cet implant qui donne de très très bons résultats quand c'est bien fait et quand la pupille est aussi ronde que celle que tu as présentée. Avais-tu utilisé l'artiflex qui était pliant avec des petites anses quand même plus rigides, l'artiflex? Pas du tout. Non. J'utilise que la Verisa, c'est tout. D'accord. Oui, bon. Juste la constante dans ce cas-là, c'est bien d'insister. 116,8, je pense. C'est bien d'insister sur deux choses, de retourner la convexité et de passer de la constante de 117 à 115, comme un implant de champ postérieur. Parce que le fabricant préconise la constante 115 avec l'arrière-pensée que c'est un implant conçu pour sa chambre antérieure. On le passe en derrière, on le fait retourner dans l'autre sens, vous avez bien dit, et la constante change. D'accord. J'ai cru que c'était 116,8, mais là... Pour tenir le timing, on va laisser la parole à la prochaine communication du docteur Valérie Huitver qui nous vient de Suisse et qui va nous parler de Start from Flux with Lucidis Implantation, Tau Chaps. So let's talk about enhancement after Lucidis real-world data. I don't have any financial interests. I'd like to explain our cases. I would like to show you our retrospective data analysis from 2021 until 2025. We implanted 460 Lucidis implants in 203 patients. So every patient got 2 implants. It's 2 surgeons and at 2 centers. So surgical procedure, the patient could choose whether he wanted to have unilateral surgery or simultaneous bilateral surgery. Every surgery has been performed with the femtosecond laser assistance, and the implant is the Lucidis hybrid monofocal ADOF lens with the Axicon, which similar to the implant that has been explained like 3 speakers before this presentation. In patients with astigmatism more than 0.75, we implanted a toric Lucidis lens. So the results, out of the 203 patients, 18% of the patients were not really happy with whether one or both eyes, which have been underwent surgery. So 13% of the surgeries with non-toric Lucidis lenses were not really happy, and 15% of the patients with toric lenses. There is no significance between these 2 implants. And then what happens? We had to change this. We had to reoperate, to do an enhancement on those patients. This took us 28.5 weeks in the medium. So it's a long time where we talked to the patient and until we did the final enhancement surgery on them. Actually, in 53 of the patients, I performed femtoLASIK, and in 5 patients, I had to perform PRK because of the dryness of the eye or irregular corneas.
So one only patient of the 37 patients treated was not happy anymore. And we can see here on the right hand that from logMAR 0.15, we could achieve logMAR 0 in the average of all these patients after the enhancement surgery. So as a conclusion, Lucidis is a very good implant with a good refractive range and minimum aberrations and a high satisfaction rate. We have to accompany our patients, inform the patient beforehand, before the surgery, that sometimes they had to have another surgery, you need a neuroadaptation to see more clear until the patient gets happy. But there are always some patients who will not get happy, even after a long period of time. So these patients, they really need surgery afterwards, enhancement surgery. So these patients, you can correct them, capsule is free, everything is clear, you can correct them with an enhancement surgery, the touch-up, LASIK or PRK, to make them happy again. Now I have a little comparison of two clinics. The study is made in our big clinics in the center of Zurich. And there is another clinic a little bit further away in eastern Switzerland, where we do also implant Lucidis IOLs. But in this clinic, we do not perform any enhancement surgeries. So we can see here, when we compare from 2021 to 2025, we have a steady increase of patients demanding for those Lucidis lenses in these enhancement clinics. In the non-enhancement clinics, there is a decrease of Lucidis implants performed. So I think that you need to be able to do enhancement surgeries to get the 95% of happy patients. This is the number you need to have patients asking for Lucidis and other doctors who are sending you patients. Because the other doctors very often are the guys who say, look, our patient, he wants a monofocal lens, not a Lucidis lens, not a multifocal one. So I think we need to do enhancement surgeries. And if you do not have any possibilities, any facilities to do the laser vision correction, you can still make alliances with a bigger clinic. You just do your calculations, charge a little bit more, so you have this 15% of eyes enhanced. Thanks a lot thank you for this very interesting talk. Si ça vous dérange pas, on va laisser le docteur Cathy Ganem faire la dernière communication, qui est une excellente transition puisqu'elle va nous parler des implants piggyback, des indications et des résultats. Et après, on aura 5 minutes de discussion avant d'aller tous déjeuner. Un autre moyen, on n'a pas la même taille, hein. Voilà, donc l'autre moyen d'améliorer les résultats, c'est de mettre un implant en piggyback. Donc c'est ce qu'on va aborder comme sujet, puisque voilà, merci, tu vas me sauver, merci. Voilà, puisque aujourd'hui, on sait que la chirurgie est réfractive, que la chirurgie de la cataracte est réfractive, et que on vient de le voir dans le cas du Lucentis. On a intérêt, quelle que soit la métropie du patient, ses désirs, etc., on a intérêt à avoir bien évidemment un calcul d'implant le plus parfait possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais on a de très nombreuses solutions à notre disposition pour améliorer le résultat de nos chirurgies de la cataracte. Alors, quelles sont les différentes options ? Soit on va changer d'implant, ce qui n'est pas toujours facile, parfois très acrobatique, ça dépend quand vous le faites. Soit on va faire une chirurgie au laser, c'est ce qu'on vient de voir, soit on met un LAL, mais je crois que ça ne se fait plus, soit on met un implant en piggyback. Alors, qu'est-ce que c'est que cette implantation en piggyback ? C'est implanter 2 lentilles dans l'œil, une qui va être dans le sac capsulaire après une chirurgie de la cataracte qui s'est parfaitement bien passée, et l'autre qui va être en avant dans le sulcus ciliaire. Et cette chirurgie, elle a été décrite pour la première fois en 1993. À l'époque, on avait superposé 2 voire 3 implants parce qu'on n'avait pas à notre disposition des puissances d'implants suffisantes pour pouvoir hémétropiser nos patients. Donc, on mettait plusieurs lentilles pour arriver à 30-35 dioptries parfois pour ces patients hypermétropes. Donc, ça permet donc de... Hop. Alors, je ne sais pas, ça fait un truc bizarre. C'est devenu très gros. Et donc, du coup, j'ai plus la taille. Comment je fais ? Voilà, ça y est, c'est bon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Voilà, donc cette implantation, ce qu'on faisait à l'époque, ça s'est compliqué de fibrose dans l'interface entre les deux optiques des implants. Et donc, il y a eu des firmes qui ont designé des implants spécifiques pour être dans le sulcus, avec une face postérieure concave, pour laisser un espace entre les deux optiques des implants, et avec des aptiques qui étaient très grandes, qui permettaient d'être parfaitement bien dans le sulcus et de ne pas tourner, puisque ces versions sont également en profil torique. Donc voilà les différentes plateformes dont on dispose à l'heure actuelle pour ces implants qui sont donc positionnés devant le sac capsulaire en avant de l'implant que vous avez déjà mis. Donc ces techniques d'implantation piggyback, elles ont été utilisées aussi pour corriger les erreurs réfractives et chez des patients qui étaient pseudophaques. Alors, cet implant qui est distribué par un Medicontour qui s'appelle l'implant Add-on, et que j'ai étudié et que j'aime bien parce que c'est une plateforme qui est très stable, qui permet donc d'être torique, multifocal ou non, et qui peut rentrer par une incision de 2 mm, ce qui n'est pas toujours le cas des plateformes Human Optics, Cristallins et Rainer qui existent également sur le marché. Donc l'implantation piggyback, elle peut être proposée donc, chez des patients qui souhaitent une apométropie différente de celle programmée, chez des patients qui sont hémétropes et qui veulent la multifocalité, quand ils ont 10 dixièmes sans correction, mais ils ont besoin de porter des lunettes de près, chez des patients qui souhaitent la multifocalité, mais chez qui, eux ou nous, on souhaite la réversibilité parce qu'il y a une membrane épéritinienne ou qu'il y a une menace de trou maculaire, ou chez des patients qui ont la multifocalité, mais qui ont un examen ophtalmologique normal et qui veulent, eux, la réversibilité. Je mets à part les cataractes de l'enfant et l'implantation pour les dysphotopsies négatives. C'est des cas très, très particuliers. Alors, on a fait une petite étude rapide, donc 16 de 15 patients, qui avaient donc une imprécision réfractive après chirurgie de la cataracte. Et dans ces cas-là, j'avais un patient qui avait, après une chirurgie réfractive, donc un calcul d'implant où il avait un œil hypermétrope, l'autre myope, donc sa vie était un petit peu problématique. Bien évidemment, ces patients ont 10 dixièmes corrigés. Donc, quand on leur corrige, ils ont une chirurgie de la cataracte qui s'est parfaitement bien passée, mais ils ont une imprécision réfractive post-opératoire. Il y avait deux groupes, des patients qui voulaient myopiser un œil, ils avaient été opérés de chirurgie réfractive, ils avaient déjà une bascule et on les avait hémétropisés, puis ils voulaient retrouver cette bascule qu'ils connaissaient, qu'ils avaient bien adaptée, pour laquelle ils étaient bien adaptés, et puis des patients donc, qui avaient des erreurs réfractives et qui souhaitaient, eux, l'hémétropie. Alors, comment ça se passe si on a le temps ? Juste, le chargement de l'implant est un tout petit peu particulier, mais on peut même le mettre quand il est concave vers le haut. Mais en général, on le met convexe vers le haut pour qu'il reste bien en chambre antérieure. Puis ensuite, on va le placer derrière l'iris. Quand on a l'expérience des ICL, franchement, ça pose aucun problème. Ça rentre par 2 mm. C'est vrai que je voulais accélérer la vidéo parce que je pense que je l'ai mise au ralenti. Et du coup, si on peut l'accélérer un tout petit peu, je ne sais pas si... parce que là, franchement, c'est super lent. Et le chargement, c'est surtout ce que je voulais vous montrer, si on le voit. Un petit peu plus encore. Non, ah ben non, on est reparti au début. Si on peut le mettre au milieu, on peut ou pas? Bon, c'est pas grave. Allez, je passe. On la remontera. Alors, les résultats sur les deux groupes, vous voyez qu'on a une précision réfractive qui est très importante. Vous envoyez à la firme la kératométrie, la profondeur de chambre antérieure du pseudophaque et puis la métropie que vous souhaitez viser et la firme va vous calculer l'implant qu'il faut poser. Et vous voyez que les résultats sont excellents puisque lorsqu'on a comparé l'hémétropie obtenue par rapport à l'équivalent sphérique que l'on avait visé, on est quasiment à l'hémétropie, on est nettement en deçà de la demi-dioptrie et tous les patients, bien évidemment, referaient l'intervention. Donc c'est une autre option. Bien évidemment, on peut faire un LASIK ou une PKR après une chirurgie réfractive, mais c'est vrai que de ne pas toucher la cornée, pourtant Dieu sait si je fais de la chirurgie en cornée, mais ne pas toucher la cornée, ça peut être une solution intéressante. On a déjà fait une incision de 2 mm ou 3, mais on a déjà fait une incision cornéenne pour mettre l'implant
du pseudophaque. Donc on passe juste par la même voie d'abord et vous allez juste glisser cette lentille devant l'implant. On n'a pas vu la vidéo, mais franchement, il y a bien évidemment une petite courbe d'apprentissage, mais ça se fait très facilement. Et les aptiques sont très souples et donc elles passent très facilement. Et franchement, ça sauve quand même des situations des patients qui sont parfois extrêmement inconfortables. Et bien évidemment, comme vous avez juste à glisser l'implant, la réhabilitation visuelle, elle est extrêmement rapide. Je vous remercie. Merci beaucoup Cathy pour cette belle présentation. Merci à tous les orateurs. On a quasiment tenu le timing très serré puisqu'on devait finir à 13h30. Il est 13h35, donc on a la place à quelques questions. Moi j'ai une première question, Cathy. Toi qui as un accès facile, comme pas mal de chirurgiens heureusement, à des plateaux de chirurgie réfractive laser, est-ce que dans ton expérience personnelle, tu as vu des différences en termes de coût, de satisfaction, de résultats chez ces patients chez qui on peut proposer une retouche réfractive pour une insatisfaction? Alors, j'ai tout fait, bien évidemment, parce que j'ai fait du LASIK, j'ai fait des PKR. Alors, en laser, on doit reconnaître que devant qu'on ait opéré un patient de cataracte ou pas, les résultats sont les mêmes. Faire une PKR, le patient, malgré tout, il déguste quand même un petit peu, surtout si c'est une petite amétropie. Il va quand même avoir 3 ou 4 jours de désagréable quand même. Donc je préfère faire une chirurgie. Depuis que ces implants sont sortis, je dois avouer que maintenant, quand j'ai une erreur réfractive, je fais cet implant Add-on. Il y a un coût aussi. Le problème du coût, c'est-à-dire que quand on fait un LASIK, malgré tout, le patient il va payer les frais de clinique, même si on ne prend pas d'honoraires. Donc il va payer les frais de clinique. Là, il y a un petit biais qui est limite, mais on peut mettre un implant en implantation secondaire. Donc déjà, les frais de clinique sont pris en charge. Pas l'implant, bien évidemment, mais les frais de clinique sont pris en charge et le patient, souvent, il accepte. Alors, le prix de l'implant est variable selon, bien évidemment, qu'il est monofocal ou monofocal torique ou multifocal torique. Et ça va globalement de 80-100 € en surcoût jusqu'à 500-600 quand même. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, Klaus? I try to do it in 2 languages. Val, you said in the enhancement, pour l'enhancement, you used... Are you listening, Valerie? You said you used PRK and LASIK, l'usage de PRK et LASIK. What did you actually correct? Ou la correction? La sphère ou l'astigmatisme? Et deux. Or the 2 of them? I could show you it somewhere on an Excel file. It's the 2 of them. So I have spheric correction and astigmatic correction. Yeah. I correct both of them. And I do, before always, the patient has to wait a minimum of 2 months. Then if you can see that you can refract him and it's not getting better, I give him the information, look, you can see better after enhancement. And then when this information is done, he knows, he's calm. He sees, okay, we have a new step ahead to go. What was the highest incidence? La sphère ou l'astigmatisme? What was the highest incidence? The spherical part or the astigmatic part? As you can see, I published the difference between toric lenses and non-toric. It's the same. So toric lucidis and non-toric have the same incidence of needing for an enhancement. And the enhancement as such, was that the sphere or astigmatism, or both? I didn't check on it, always both. Usually both. Very seldom I only corrected the sphere. C'est très intéressant. But la biometry gives you the best corrected spherical correction, right? Mais prendre 5 d'arbres d'astigmatisme en multifocal, c'est terrible. Est-ce nécessaire de correcter
tenter de corriger l'astigmatisme de pente zéro. Pourquoi? Pente zéro à la plane cornéa et non pente zéro en la plane lentille. C'est un. Yeah. Non, moi, je No, comprends I français, think- c'est pas problème. I think- Non, non, c'est I pas think problème. you're- Alors, le lucidis, il existe à partir d'un astigmatisme de une dioptrie. Ça veut dire dans l'œil, sur la cornéa, ça c'est 75, 0,75. Donc c'est déjà, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de correction plus fine, il y a non plus dans les autres entreprises, je pense. Sur les autres communications, ils se plaignent de loin parce qu'ils ont ce brouillard en fait sur toutes les aberrations. En fait, ils ont une double ligne, et les gens qui ont 0,5, moins 0,5 à 70 que vous voulez, eh ben il faut leur mettre. Et moi, je mets plus de add-on parce que comme Cathy, eh ben avec les touch-up, ce qui est assez amusant, c'est qu'avec le temps, ça se transforme. Et je sais pas pourquoi. Avec le temps, sur 2-3 ans, on voit que l'astigmatisme, ça change un peu. Et quand on fait ça avec les ZOF style le lucidis, maintenant Anita s'y est mis aussi, c'est un Axicon, c'est un vrai head-off, eh ben, les gens sont contents. Alors on en a mis à peu près 5000 dans le groupe, ce qui est quand même pas mal. Eh ben, il y a des patients qui me disent « Oui, mais quand vous mettez le add-on, quand vous les faites attendre 6 mois, etc., il y en a qui partent. » Et ça, c'est sûr. Mais sur ceux qu'on a mis, qu'on a corrigé avec un touch-up ou bien avec le add-on, et moi, je suis plus comme Cathy, eh ben, les gens sont contents. Et ce qui fait aussi une énorme différence, c'est de faire les deux yeux en même temps. Ça, c'est hyper important, comme vous l'avez dit, je l'avais dit l'année dernière, c'est hyper important de faire les deux yeux de la cataracte en même temps. En Suède, dans tout le Nord, en Suisse, on fait ça, et ça coupe. Les gens ne peuvent plus comparer. Et même s'ils ont 1/10 le lendemain ou dans une semaine après, eh ben, ils sont très contents. Ils sont beaucoup plus contents que de faire un œil après l'autre. Il y a quand même une optimisation de l'implant. Ah oui. Nicolas Mespier l'a montré dernièrement à 7 jours. Et c'est un peu ma pratique quand j'hésite sur le deuxième œil, sur l'œil dominant, entre deux puissances d'implant. C'est bien d'attendre 7 jours et de choisir justement le meilleur implant. Après, bon, c'est des. On le fait jamais. Moi, je le fais très souvent. Mais bon, Oui. Puis après, il faut commander les implants. Oui, mais ça, tu le commandes à l'avance. La On question les que je a en te posais, stock. tu poses du commandes lucidis, plusieurs. j'en pose beaucoup aussi. La question qui se pose, c'est tu as combien d'amétropie résiduelle, quel est le pourcentage par rapport à tes poses de lucidis, et qu'est-ce que tu utilises comme formule, comme constante optimisée, parce qu'il y a tout ça aussi qui joue. Je vais aller manger, moi. Pour avoir à retoucher ces patients. Voilà, ça, Do j'ai you pas compris. understand the question? It's the last question. La formule. Oui. La formule. The formula, the beginning, the formula. Ok. Moi, Do you use K formula, a last generation or Non, moi je prends le SRKT SRK? pour les yeux normaux, et à partir de 24,5, c'est la formule de avoid this. Pareto. In the trash, and you go to ESA race formula calculation. You calculate your IOL with Kane, and you put the Kane formula. And now with Sav IOL, you have the new ESRS or Kane? ESRS is a mix, no? ESRS is you have Kane into you have all the formula, Barrett, Evo, Damien Gatinel, Igis also. You have all the formula, and your choice for me the best one with DGS because it's a French formula. It's very good. DGS and Kane. Is it compatible with a Swiss implant? No.
So you have to gate the cane, and after this, you don't have to make enhancements anymore. Okay, I'll Yeah, try. you have to try Cane, this. cane, yes, cane. Yes, cane. Thanks a lot, everyone. Now it's really time to just go one more and, comment. So the last one, please, because we are very short in timing. If you want to enjoy the party tonight, Yes. and we have Retina Symposium. Just next. one comment. I think the dry eye is a very important thing here. Yeah, sorry, please listen to the question of our colleague from South Africa. I just think that with these ametropias post-operative, it's often dry eye, and you need to first manage that. You're right. Thank you, Dr. Kruger.